Donc, première chose que les gens m'ont soumis comme problématique, c'était au niveau des objets d'accrochage qui semblaient avoir un certain manque de précision. Ben, en fait, c'est pas qu'il y a un manque de précision, c'est que là, on fait un lien avec un fichier CAD, fichier Revit. Donc, normalement, l'application devrait prendre d'emblée les bons objets d'accrochage pour s'accrocher dessus. Évidemment, si c'est une composante Revit, il n'y a aucun problème, c'est sûr que ça va être hyper précis. Sur les documents CAD qu'on a en arrière-plan, ça peut arriver qu'il y ait un petit parce qu'il y a tellement de lignes ou tellement d'éléments que ça se peut qu'il décale un peu, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, la session passée, je vous avais donné comme truc que si vous avez plusieurs éléments qui se superposent les uns aux autres, avec l'onglet tabulation sur votre clavier, vous pouvez naviguer puis aller sélectionner un objet. Donc, je fais un exemple, là, je m'en viens vis-à-vis ça ici, puis j'arrive pas à sélectionner mon menu. Ben, si je fais tabulation, ben, il va me permettre de naviguer puis de voir tout. Donc, je clique juste sur navigation, puis à un moment donné, j'ai pas bougé ma souris, puis il me sélectionne l'élément. Mais ça fonctionne de la même façon avec mes objets d'accrochage. Donc, si je reviens dans cet exemple de notre in situ qu'on a fait la semaine dernière, je vais revenir en plan par contre. Donc, on se rappelle qu'il fallait aller définir nos lignes, etc. Donc, je vais en enlever juste pour vous faire un exemple. Donc, quand je viens pour m'activer mon objet d'accrochage, dans Revit, il y en a une multitude. Je peux vous les montrer. Si vous allez dans Gérer objet d'accrochage, bien là, ils sont tous activés. D'emblée, ils sont tous là. Ça veut dire que le logiciel, dépendamment de l'objet qui va survoler, vous allez survoler, ben, il va choisir celui qui croit être le meilleur pour s'y accrocher. Un petit peu comme dans AutoCAD, si j'allume les 12 objets d'accrochage, ben, des fois, si j'ai plusieurs lignes côte à côte, ben, je vais avoir plusieurs icônes, puis j'ai un choix à faire là-dedans. Ben, c'est le même principe ici. Donc, oui, on pourrait éteindre tous nos trucs, puis dire, OK, moi, je veux juste intersection, ce qui est peut-être qui semble être avantageux d'un certain sens, mais ça arrive qu'on on va vouloir avoir d'autres objets d'accrochage. Donc, évidemment, on peut les écrire comme dans AutoCAD. Donc, on les, Mais oui, vas-y. le Revit il est quand même beaucoup plus intuitif que Absolument. AutoCAD. Fait que, tu sais, jusque-là, tu sais, moi, mettons, j'ai pas eu de problème. Donc, mettons, dans quel contexte que on voudrait vraiment. Ben, en fait, il y en a plusieurs qui m'ont dit, ben, quand on trace, des fois, quand on vient pour s'accrocher, si on est moindrement éloigné, ben, des fois, ça marche pas. Donc, première étape, c'est sûr, c'est de faire un zoom, se rapprocher. Mais si j'arrive vis-à-vis ici, puis je fais tabulation, ben, il va me donner les choix de tous les objets d'accrochage, puis il va me dire tout ce qu'il trouve. OK? Donc, à ce niveau-là, ça va aller super rapidement. Puis là, si j'ai un conflit dans un coin, puis j'ai un choix à faire, ben, si je fais table, ben, je vais lui dire, oh, il y a quelqu'un qui est métier, je pense qu'elle a de la difficulté ce matin. Donc, Non, allô, j'ai pas de difficulté. C'est juste que j'essaye de rejoindre avec deux appareils. d'accord. OK, donc ce que je veux vous mentionner là-dedans, c'est que si l'objet d'accrochage, comme là, il ne s'affiche pas, je vais faire table, puis il va me donner un choix, puis ah, parfait, il trouve l'extrémité. Donc, si ça arrive que les objets d'accrochage semblent avoir un délai ou quelque chose qu'ils ne trouvent pas correctement, si vous faites tabulation, vous allez pouvoir naviguer entre chaque, puis là, vraiment choisir celui que vous voulez. OK? C'est juste une petite parenthèse sur les objets d'accrochage. Si vous n'avez pas vécu de problème, tant mieux, mais je le sais que cette semaine, il y en a plusieurs qui ont eu de la difficulté. Donc, je donnais ce petit truc-là, puis après ça, ça a bien été. Donc, voilà pour ma petite parenthèse sur les objets d'accrochage. Donc, je vais finir ça. Je reviens à mon 3D. OK. Là, si vous remarquez, dans mon 3D, j'ai mis des revêtements de briques sur mes façades. Évidemment, si on décortique un petit peu le petit module qu'on a là, on a un système, comme une encavure, en fait. C'est un système de rail pour les laveurs de vitres. Donc, ce système-là, évidemment, ce n'est pas en briques, fait que je ne veux pas mettre un revêtement dessus. Donc, on a vu la semaine dernière qu'on pouvait peindre certains motifs.
Mais si j'utilise l'option peindre d'emblée, quand je vais faire modifier, par exemple, je vais aller chercher mon motif, la brique, puis je viens de l'appliquer sur une surface. Ça va super bien quand ils sont bien définis. Quand j'arrive ici, bien évidemment, il détecte la surface au complet. Il fait fi de mon mur rideau, de mon mur extérieur, puis il fait de la brique jusqu'en dedans. Et moi, j'aimerais ça pouvoir couper une certaine section pour ne pas mettre ma brique à l'intérieur, puisque ma colonne, par exemple, à l'intérieur est en gyps. Donc ça, c'est l'outil que je vais vous donner aujourd'hui. C'est en fait, ça va vous permettre, que ce soit sur une élévation, sur un 3D ou quoi que ce soit, si j'ai plusieurs finis à mettre sur un mur, ben, je vais pouvoir subdiviser mon espace pour lui dire, ben, je vais scinder finalement ma face, puis lui dire l'endroit exactement où je veux que mon fini se termine. OK? Donc, si je refais ici, donc on voit la surface. J'ai tout de suite en haut de, ils ont mis dans le même onglet, là. Donc, juste en haut de peindre, on a scindé une face. Et cet outil-là va me permettre justement de créer des zones, de délimiter des zones sur ma surface. Donc, le premier élément que je dois sélectionner, on me dit ici, sélectionner la face. Bien évidemment, je vais aller sélectionner la face que je veux scinder. Première étape. Là, elle est en orangé, donc c'est vraiment sur cette surface-là que je travaille. Je vais délimiter à l'aide de lignes, à l'aide de formes, la zone que je veux délimiter. Donc, je vais faire le contour. Évidemment, on a un petit muret, puis notre mur rideau est un peu à l'intérieur. Je viens de me cogner. Voilà. Donc, si je veux aller voir à l'intérieur ce qui se passe, vous avez deux choix. On peut, moi je travaille en ligne filaire, donc on voit à travers. Donc, de cette façon-là, on voit notre mur rideau en arrière-plan. Donc, on peut aller maintenant sélectionner nos intersections. Encore une fois, si jamais les intersections ne se font pas bien, ça me surprendrait, c'est des éléments Revit, donc ça devrait bien aller. Et je viens faire, ni plus ni moins que une ligne pour lui définir la zone que je veux assurer. Donc, je n'ai pas besoin de fermer, il ne faut pas fermer cette forme-là. J'ai vraiment tracé ma ligne du haut de mon mur jusqu'en bas et je vais faire mon petit crochet pour l'accepter. Une fois que ça c'est fait, ben, je vais pouvoir utiliser mon outil peindre puis lui dire « Ah, j'en veux juste dans cette zone-là. » Et la zone intérieure restera avec le matériau, le fini. Donc ça, c'est un truc que je veux que vous pratiquiez. Puis en fait, je veux que toutes mes colonnes soient faites de la même façon. Donc l'idée, c'est de manipuler cet outil-là. Puis en passant, quand vous faites des rotations dans votre 3D, si vous voulez que, il y a plusieurs qui m'ont dit hey, moi, quand je fais ma rotation, ben, j'ai un petit peu de difficulté à bien centrer mon dessin parce que, dans le fond, quand je fais ma rotation 3D, ben, il prend le centre de ma vue comme point de référence, comme si je faisais une rotation dedans. Donc, si vous voulez que ça soit plus facile à manipuler, sélectionnez votre objet avant. Donc, si je sélectionne ma colonne ici, puis là, je fais ma shift puis ma roulette, ben, il va faire sa rotation en fonction de l'objet que je suis en train de sélectionner. Donc, ça va être beaucoup plus facile à les positionner ma vue pour aller travailler. Donc, principe, je sélectionne l'objet, puis après, je fais ma rotation. Mais comme ça, il va faire la rotation vraiment alentour de l'objet, puis ça va être plus facile à visualiser ma vue. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui, excellent. Donc, ça, c'est pour nos colonnes. Donc, on va faire ça. Évidemment, on aurait très bien pu copier ma colonne, mais le but là-dedans, là, c'est de se pratiquer le plus possible. La zone qu'on va traiter, nous, puis on peut prioriser ça comme zone à vraiment bien détailler, c'est la partie, donc si je la regarde en plan, là, donc la partie qu'on va aménager, nous, là, notre superficie, ça va être vraiment la partie basse du plan avec la façade. Donc, c'est cette section-là qu'on va travailler dans notre projet. Sinon, est-ce que vous avez des questions sur la maquette? Si on fait un tour de table? Mais moi, j'aurais une question Revit. Ben oui, vas-y, j'espère. C'est ça qu'on traite.
C'est ça, si j'ai deux fichiers Revit d'ouvert en même temps, Ouais. je sais pas comment on en ferme juste un. Ben, en fait, là, présentement, j'en ai seulement qu'un. Donc, si j'en ouvre un deuxième, évidemment, si on des noms différents, ça va être relativement simple. Premier truc que je fais, moi, si j'ai plusieurs vues d'ouvertes en même temps, ben, je vais simplement fermer toutes les vues inactives. Donc, si je ferme toutes mes vues inactives, évidemment, si j'ai juste un fichier à l'écran, ben, ça veut dire que j'avais seulement qu'un dessin d'ouvert. Donc, c'est facile à ce moment-là de venir le fermer par la suite. Si j'ai deux dessins avec plusieurs vues, ben, c'est ce que je fais. Je ferme toutes les vues, puis là, je vais voir mes deux dessins, puis je vais fermer celui que je veux fermer. Est-ce que ça répond un petit peu? Oui, c'est parfait, merci. Excellent. OK. Est-ce qu'il y a d'autres... vous aviez fait la partie centrale aussi? Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait des questions là-dedans? Ça allait bien? Moi, j'ai des problèmes, là, mais peut-être que j'irai voir après. Là. OK. En fait, j'ai eu Mais un problème. Là, moi, j'avais une question mais par rapport à ce qu'on devait entourer de murs ou pas. Je vais aller chercher mon petite maquette. Donc, évidemment, la partie centrale, bon, le périmètre, c'était évidemment des murs. Tout était cloisonné. À l'intérieur des salles de toilette, on avait des petites cabines, des isoloirs, si on veut, qui partaient. Est-ce qu'on avait les dimensions de ça? Est-ce que vous les avez dimensions des petits cabinets de WC en termes d'auteur? non. OK. Selon vous, ça serait quoi les hauteurs qu'on aurait là-dedans, logiquement? 7 pieds. Oui. On pourrait se dire, évidemment, ils ne vont pas jusqu'au sol, donc ils peuvent être surélevés. On peut les mettre à 6 pouces, puis mettre le panneau 6 pieds de haut, donc ça fait 6 pieds 6 au total, ou 7 pieds si tu veux. Mais voilà les standards. OK? Donc, c'est vraiment un petit in situ que j'ai dessiné, puis j'ai placé mes extrusions aux bonnes dimensions. Au niveau des cloisonnements, c'était quoi la question, juste? Ben, en fait, c'était surtout, admettons, dans les ascenseurs, qu'est-ce qu'on devait faire en mur et qu'est-ce qu'on devait laisser dans le vide. Okay. Si on regarde le plan, en fait, on a le mur qui encloisonne vraiment toute la section ascenseur. Puis, on a dessiné à l'intérieur des petits blocs, des petits in situ pour dessiner les ascenseurs comme tels. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu dessiner une ouverture pour l'accès à mon ascenseur. Donc, selon le plan, j'ai défini mon ouverture, puis je suis venu la définir en termes d'auteur. J'ai mis 8 pieds, là, mais on aurait très bien pu les positionner à 7 pieds, 6 pieds. Ça ne dérange pas. Ça, c'est vraiment que c'est de l'existant. Donc, on ne les traitera pas comme tels, mais l'idée, c'était de l'avoir dans notre maquette. Est-ce que ça répond un petit peu? Oui. Est-ce que ça te va? Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Donc, ça veut dire que à la fin du cours, tout le monde, vous allez pouvoir me mettre dans les A votre petite maquette. Oui. Excellent. Ce qu'on fait aujourd'hui, on va travailler sur le plan de l'existant, on va travailler sur le plan de démolition. Ça sera à terminer à travailler. Mais ce n'est pas à remettre aujourd'hui. Moi, ce que je veux voir aujourd'hui, c'est l'étape. De toute façon,
vous allez me remettre votre fichier au point où vous êtes rendu à la fin du cours, tout simplement. Il n'y a pas de note à ça. Je veux juste voir s'il y a des trucs qui ne coïncident pas. D'accord? Ouais. OK. Donc, on va passer à... Il y en a plusieurs qui m'ont dit la semaine dernière, ouais, est-ce qu'on passe toujours par AutoCAD pour faire du Revit? Pas nécessairement, évidemment, dans le cas où on a des nouvelles bâtisses, tout va être fait à partir de zéro. Par contre, 80% ou 90% des projets, c'est de la rénovation, réaménagement. Les bâtisses sont existantes, ils ont toutes été faites sur AutoCAD, donc les fonds de plan qu'on a de base sont sur CAD, donc c'est pour ça qu'on part avec ça, pour ne pas avoir à tout redessiner à partir de zéro, donc tout deviner finalement, donc à partir du plan. Je vais aller chercher le premier fichier que je veux avoir. Donc, vous avez téléchargé, si ce n'est déjà fait, les fichiers pour le cours. Donc, il y a une section fichier CAD projet Microsoft. Il y en a un qui s'appelle existant étudiant. Donc, c'est ça qu'on va ouvrir. Donc, dans ce fichier-là, pratiquement à l'identique à ce qu'on avait pour la coquille ou l'enveloppe du bâtiment, bon, a été rajouté ce qui est existant présentement dans le local. Donc, ça nous montre la portion qu'on va devoir aménager. Donc, on voit ici les murs mitoyens. Puis, il y a une zone de ce local-là qui est fermée présentement. C'est cette zone-là qui est aménagée, mais nous, on fait un espace locatif beaucoup plus grand. Donc, on a une portion à démolir qui va être celle-ci. Dans les demandes du client, donc dans les fichiers que vous allez avoir téléchargés, il y a un petit, j'espère que je l'ai mis. Donc, pour calculer ou faire nos polylignes pour la surface complète, je vais venir geler les calques que je ne veux pas voir. Donc, je clique sur mes éléments, je clique sur mon muret, j'active mon calque superficie et je vais entrer la commande contour. La commande contour, là, c'est le petit frère de hachure. Je ne l'avais pas mentionné tantôt, mais si je regarde dans mon tableau ici, j'ai hachure, puis je vais avoir contour. Pourquoi? Parce que c'est la même commande, c'est juste qu'il y en a une qui dessine la limite, puis l'autre, il remplit. Donc, contour, je vais choisir un point à l'intérieur de ma zone. Ça fonctionne comme une hachure, donc assurez-vous d'avoir à l'écran toute la zone à contourner. Donc, je clique dans ma zone et je fais Enter. Ma polyligne est faite au périmètre. Pour faire les correctifs, pour amener cette ligne-là au vitrage, ben moi, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le petit cadenas, ben, il est très utile dans ce cas-ci. C'est que je vais verrouiller tous mes calques, sauf ma superficie, et ça va me permettre, je sais que vous l'aimez, la commande d'étirer, mais ça va me permettre d'étirer sans me casser la tête, puisque tous les calques sont verrouillés. Je peux venir corriger et faire mes correctifs. Donc, je vais faire mes étirer, puis je n'ai pas peur d'atrophier mon dessin en arrière-plan, puisqu'ils sont tous verrouillés, sauf le calque que je travaille présentement. Est-ce que ça va? Oui. Donc, votre première étape, c'est de calculer les superficies de l'étage au complet, puis de calculer la superficie de votre espace locatif. Donc, en arrière-plan, je vais continuer à travailler sur certains petits trucs, puis je vais vous laisser un petit 5-10 minutes pour calculer ça, puis on revient, on va comparer nos résultats pour voir si ça coïncide. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. Excellent! De toute façon, c'est pas grave, c'est des informations. Donc, Ah, mais ça, j'allais déjà sur le fond de plan. Ah, ok, non, vous l'avez changé. Oui, c'est ça. Superficie utilisable, puis à aménager, 4116,2 pieds carrés. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. Donc, si on regarde les petites notes qu'ils nous ont écrites à côté, là, dans le local existant, donc la partie qui est existante,
nous, on va aménager toute cette portion-là. Dans cette portion vide, il n'y a aucun revêtement de plancher. On est sur la dalle. Il n'y a pas de plafond non plus. Donc, il n'y a pas à se casser la tête. Il n'y aura pas de démolition dans cette zone-là. On repart vraiment à partir des murs mitoyens pour aménager. Donc, ça va. Pour la partie qui est déjà aménagée, qu'on doit démolir, donc, au niveau des sols, c'est un revêtement en moquette tapis, peu importe, qui est du 24 par 24, qui est collé au sol. Donc, on va falloir se mettre une petite note là, à notre plan de démolition que l'entrepreneur devra retirer le revêtement de sol, puis de s'assurer qu'il n'y ait plus de colle ni rien de tout ça. Donc, on devra se faire une petite note spécifique par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on vous indique ces informations-là sur le côté. Cloisons existantes, c'est des cloisons dalle à dalle. Dans ce cas-ci, on a des petites cloisons vitrées qu'on aura à représenter dans notre plan de l'existant. Ben, c'est des cloisons vitrées de 8 pieds de haut avec les cadrages standards. Donc, ça, il n'y a pas de casse-tête là. Porte en acier vitré, donc le CVM 32 pouces de large, puis la porte d'issue 36 pouces pour la porte qui est ici. J'ai des questions, là, vous avez fait de l'aménagement bureau la session passée? Oui. Donc, est-ce qu'on vous a parlé un petit peu des codes les normes qu'on doit respecter là, dans ces aménagements-là? Est-ce qu'on vous a donné certaines dimensions, certains critères là, à respecter? C'est un peu vague, votre question. Mais genre, les circulations, peut-être le nombre de personnes. Oui, le nombre de personnes qui va définir aussi en même temps le sens d'ouverture de nos portes, le nombre d'issues qu'on va avoir de besoin, la distance maximale qu'on peut parcourir là, jusqu'à une porte d'issue. Ça, c'est des informations qu'on a besoin pour faire notre aménagement et ça fait partie du code de construction. Donc, ça, c'est ces trucs-là. Est-ce qu'on vous a parlé un peu de ça la session passée? Oui. Ou aller chercher cette information-là et comment la traiter comme telle. Donc, si je vous pose la question, là, nous, on a 4116 pieds carrés à aménager. Est-ce qu'on sait combien d'issues ça va nous prendre, puis combien de personnes on pourrait établir là-dedans pour savoir le sens d'ouverture des portes? Ben, il faudrait aller dans le code, là. OK. Est-ce que vous avez une copie? Est-ce que vous avez des sections de code que vous avez en main ou cette information-là, vous allez la chercher comment? Ben, souvent, elle était donnée comme en exercice, puis après ça, elle était corrigée, puis ben là, c'était différent d'un prof à l'autre, là, mais comme comme moi, j'ai réussi à avoir accès au CNB, là, mais c'était ultra compliqué, là. Ouais, en ce moment, il est en ligne, là, mais c'est vraiment pas. C'est pas tant accessible que ça. Non, même moi, je suis allé ce matin, puis il fallait que je fasse la commande, puis ils vont me l'envoyer dans 2 jours. Donc, c'est pas de l'information qui est facilement utilisable. Je pensais qu'on vous avait donné certaines normes, certains critères qui sont relativement standards, à savoir distance de parcours. Si vous avez plus que 60 personnes, exemple, dans votre aménagement, ben, les portes, il faut qu'ils s'ouvrent obligatoirement vers l'issue, c'est-à-dire vers l'extérieur. Sinon, on peut les faire ouvrir vers l'intérieur. Donc, ça, c'est des normes qu'on devrait avoir là, d'emblée quand on fait notre aménagement. Mais ça, on va y revenir de toute façon. On va commencer à procéder à faire notre plan de l'existant, etc. Puis on viendra ajuster. Donc, gardez en tête que peu importe le fond de plan qu'on reçoit, bon, oui, ça a été traité par une personne. Si les normes ont changé ou si les critères n'ont pas été respectés, ben, ça va être à nous, en tant que on va le reproduire, on va le dessiner. Ça va être à nous à vérifier si les normes sont respectées. OK? Donc, gardez ça toujours en tête. Là, ça fait partie de notre travail quand on fait des jeux de plans. Ben, cette étape-là, on doit faire ces vérifications-là. Donc, je vais me procurer toute l'info pour que vous puissiez avoir accès à l'info, puis on va les traiter en temps et lieu. Est-ce que ça vous va? Oui. OK.
Donc, pour l'instant, on s'entend que donc, Emiti se reconnecte. Bonjour, Emiti. Donc, dans le cas présent, on a une superficie relativement petite pour cet aménagement-là. Il y avait à peine 800 pieds carrés ou 900 pieds carrés, peu importe. C'est pour ça qu'on avait juste une porte d'issue, puis elle pouvait s'ouvrir vers l'intérieur, puisqu'il n'y avait pas un nombre assez élevé d'utilisateurs à l'intérieur. OK? Donc, c'est un petit peu le même principe. Dans nos salles de classe au cégep, souvent, on me dit, ben, pourquoi la porte ne s'ouvre pas dans le corridor? Ben, première des choses, la porte, si elle s'ouvrait dans le corridor, elle excède de 30 pouces dans le corridor. On risquerait d'assommer les gens en ouvrant la porte à toute hâte. Donc, la porte va s'ouvrir vers l'intérieur. Et on n'est pas plus que 60 dans le local, donc c'est permis que la porte s'ouvre vers l'intérieur à ce moment-là. Okay? Donc, c'est un petit peu ça les principes de base, puis on regardera de façon plus poussée là, pour faire nos vérifications en temps et lieu. Mur mitoyen 6 pouces et 1,8. Donc, quand vous avez des murs, un petit peu le même principe que pour la cage d'ascenseur et le bloc de service, on n'a pas besoin de savoir la composition du mur puisque c'est un mur qui est existant, c'est un mur qui est déjà là. Donc, on n'a pas à le traiter. Et c'est pour ça qu'on prend les murs génériques pour faire ça. Je le répète encore une fois, il y en a encore plusieurs qui utilisent le mur quand ils ont des murs de 12 pouces à faire, ils utilisent le mur de fondation. Prenez pas le mur de fondation pour faire. Ça, c'est pour faire les sous-sols. Donc, le mur de fondation, là, j'aurais tendance même à le supprimer de vos trucs parce que c'est à moins qu'on fasse vraiment l'aménagement d'un sous-sol, le mur de fondation, on n'utilise pas ça. Il y a plusieurs raisons à ça. Ce type de mur-là ne calcule pas, ne limite pas les pièces. Donc, quand on vient pour placer des pièces, ça ne marche pas. Puis, donc, à proscrire, puisque c'est un mur en béton, puis on n'utilise pas ça pour faire nos murs. Donc, utiliser les murs génériques. Le mur générique, là, c'est un mur qui est gris. Il y a juste une épaisseur, il n'y a pas de composition dedans, puis il va vous permettre de délimiter vos espaces. Donc, ça, il faut vraiment porter attention à ça. Donc, les murs qu'on va dessiner ici en périphérie, qui sont nos murs mitoyens, seront des murs génériques de 6 et 1,8. Voilà. Okay. Ça va pour ça? Oui. D'accord. Je ferme la chose. Je vais revenir à ma maquette. Je vais revenir à mon plan de l'existant. Donc, à partir de mon plan de l'existant, évidemment, on peut venir insérer notre fond de plan qu'on a reçu aujourd'hui. On devrait avoir le bon maintenant. Donc, on va pouvoir insérer ça, puis aller déterminer l'emplacement de nos cloisons. La semaine dernière, il y en a plusieurs qui m'ont posé la question, et je le répète, est-ce qu'on fait toujours les trucs à partir de cadres? Bien là, on prend l'information qu'on a. Évidemment, on pourrait, maintenant, dans Revit 2020, c'est permis, hein, même, ça va être pas fortement recommandé, mais l'autre type de fichier qu'on peut incorporer, c'est des PDF. Les PDF qui sont faits à partir de CAD, ces dessins-là sont aussi utilisables puisqu'on a les intersections, etc. Donc, on va pouvoir insérer des PDF aussi pour faire nos dessins. Okay? Donc, l'utilisation de PDF va être permise maintenant puisque les fichiers, s'ils sont... Évidemment, si c'est un PDF qui a été fait pas avec AutoCAD ou avec un logiciel de dessin, il n'y a pas de précision, c'est sûr qu'on n'aura pas d'intersection, etc. Mais si le PDF a été fait avec AutoCAD, on va pouvoir s'en servir comme référence, comme tel. Okay? Donc ici, je vais venir insérer mon CAO. Vous avez remarqué, l'autre fichier de base, je l'ai carrément supprimé. Je vais venir insérer mon deuxième. Je veux dire, vous l'avez je l'ai supprimé parce qu'on avait déjà un fond de plan. Oui. Vous avez délité celle-là? Oui, je l'ai enlevé puisque je ne veux pas avoir une superposition de 12 fichiers CAD. Donc, je l'ai... Est-ce que vous pouvez juste nous montrer comment vous l'avez enlevé? Absolument. Je vais le remettre alors. Le voici. Donc, l'idée, là, c'est quand j'insère un fichier CAD, quand je le sélectionne, j'essaie de le supprimer,
il va me dire que c'est impossible parce qu'il est verrouillé. Et si vous regardez dans le milieu du plan, vous voyez une petite punaise. Cette petite punaise-là, c'est qu'il est Ouais, verrouillé. je m'excuse là encore. Oui. Moi, j'ai pas ce fond de plan-là. À moins si je me rappelle plus dans l'INCO, on avait comme fermé, masqué genre un élément, là. Mais le grillage, ça, je l'ai pas. OK. Fait que... C'est en fait le fond de plan, c'est celui-là que tu as, toi? Ouais, c'est ça. OK. Donc, c'est le même principe. Si je le sélectionne, en plein centre, on va voir qu'il y a une petite punaise. Il faut le cocher pour l'enlever, en fait. On enlève le verrou, si on veut, et on peut le supprimer. D'accord? Donc, ça ouvre la parenthèse sur s'il y a des éléments qu'on ne veut pas déplacer ou verrouiller, bien, on peut, par exemple, je prends cet élément-là, puis je dis, hey, moi, ça, là, je ne veux pas que les gens le déplacent, bien, je peux mettre une petite punaise dessus, puis rien à faire, on ne peut pas le déplacer. Donc, c'est un petit peu. Votre punaise? Non, mais excusez, vous allez un petit peu vite. Je sélectionne, puis je viens dans le tableau modifier ici, la punaise verrouillée, je l'active. Donc, si vous avez des éléments que vous positionnez, puis vous dites, hey, moi, là, quand je fais ma sélection, je ne veux pas les déplacer, ben, je peux les verrouiller en activant mes petites punaises comme ça. Donc, habituellement, moi, le périmètre, la structure, je ne veux pas que ça bouge, je mets des verrous dessus. Ça ne change rien à l'impression, ça ne change rien au reste du dessin. Donc, voilà. Je vais réinsérer mon deuxième. Donc, mon plan de l'existant, maintenant, je l'insère. Je n'ai pas besoin de lui spécifier quoi que ce soit. J'ai prévu le coup, c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous prépare les fichiers d'avance. Le fichier va avoir le même point d'ancrage. Si ce n'était pas le cas, il faudrait venir le positionner exactement au bon endroit. Mais moi, mon origine va toujours être la même dans tous mes fichiers CAD. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une mise à jour des différents fichiers parce que je voulais que ça se traite de façon le plus facilement possible. OK? Donc, vous avez la représentation de votre plan. Donc, vous devez venir faire vos différents murs. Donc, première étape, on trace le fond de plan existant. Par la suite, on va faire notre plan de démolition par rapport à ça. Donc, l'idée là-dedans, là, c'est de venir tout simplement venir positionner vos murs. Je vous ai dit que le mur mitoyen, c'est du 6 et un 8. Comme je vous ai mentionné tantôt, si la composition ou la largeur de mur n'est pas faite, j'en ai une de 6. Ah, c'est pas si loin, mais c'est 6 et un 8 qu'on a besoin. Bien, je vais prendre celui-là, je vais le modifier, dupliquer, puis je vais même l'appeler mur mitoyen. Donc, je donne des noms représentatifs à ce que je veux faire et je vais ajuster. Donc, l'avantage des murs de base ou les murs génériques, c'est qu'il y a juste une valeur à modifier. Il n'y a pas de composition dedans. Je lui donne la dimension que j'ai besoin et je peux l'utiliser dès lors. Donc, vous devez vous créer des murs génériques. Donc, pour l'existant, là, comme on ne connaît pas les compositions, c'est vraiment des murs génériques. Vous dessinez les différents murs, vous installez vos portes, etc. Donc, ça, vous êtes en mesure de faire ça dès maintenant. Je vous laisse vous amuser avec ça. C'est des murs, on a indiqué toutes les informations. Donc, les murs d'Aladal, c'est une cloison vitrée, elle fait 8 pieds de haut à partir du sol. Donc, vous êtes en mesure de dessiner le plan de l'existant sans problème normalement. Oui, tout le monde? Oui, moi j'ai une question. Dans le fond, j'ai inséré le fond de plan qu'on venait de travailler sur AutoCAD. Oui. Puis j'ai oublié d'enlever les lignes de superficie. Est-ce que c'est possible de régler le problème? À partir d'ici, oui. Oui, c'est ça, c'est un peu visuellement. Là, donc, on peut aller dans le tableau VV, dans la catégorie importée. Tu viens sélectionner ton plan et tu peux éteindre ta superficie. Tu peux changer les couleurs si tu veux. Donc, tous les calques d'AutoCAD sont là. Tu peux les allumer, les éteindre au besoin. Donc, si
parfois, c'est trop chargé, mais tu peux éteindre certains calques pour t'aider à travailler. Je vous laisse faire le plan de l'existant, tout le monde? Oui. Non, aussi. OK. Donc, ce que je mentionnais, au niveau des pièces, bien que c'est un plan de l'existant, j'aimerais ça qu'on puisse les numéroter. On va avoir une liste de pièces existantes, puis on va avoir une liste pour les nouvelles pièces aussi éventuellement. Donc, quand vous placez vos pièces, donc je vais refaire l'exemple où je n'ai pas mis de séparateur de pièces. Donc, si je viens pour placer une pièce, évidemment, si je viens pour positionner une pièce dans la zone ici, bien, il va délimiter la zone, tout le plan de l'étage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune séparation, puis lui, il va prendre tout l'étage au complet, puis il va me calculer la superficie. C'est pas ça que je veux faire pour le corridor. Donc, à nous de lui mentionner qu'on veut faire une séparation de pièces. On vient tout simplement tracer notre ligne qui va délimiter la zone. Donc, ça va devenir ni plus ni moins que notre corridor. Donc là, si je viens pour placer ma pièce, normalement, il va pouvoir venir délimiter ma zone. Moi, évidemment, je l'ai fait 3-4 fois, donc c'est pour ça que j'ai un message d'erreur. OK? Donc, principe de base, quand je viens pour numéroter ou positionner mes pièces, ben, si c'est un corridor ou une zone qui est vaste, je peux la séparer, donc en mettant un séparateur de pièces. Et là, je vais pouvoir mettre ma pièce. Donc ça sera ma pièce 100. C'est le corridor commun. À l'entrée ici, j'ai ma réception. C'est de l'existant, c'est ma pièce 101. 102, un bureau. 103, donc on y va dans l'ordre. Je n'avais pas fini, j'étais en train de parler avec, avec Albert. Donc 103, 104, donc dans l'ordre des aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre, on numérote nos pièces. Donc, c'est tous des bureaux ici, puis j'ai une salle de réunion dans le bas. Donc, ça va nous permettre de les identifier. Puis l'avantage d'avoir des numéros de pièces dans notre plan de l'existant aussi, ben, c'est en fait que, je vais le renommer après, c'est pas grave, c'est qu'en fait, quand on parle à notre entrepreneur, c'est plus facile de discuter avec eux si on a des numéros dans les différentes pièces de l'existant, s'il y a des démolitions, s'il y a des trucs particuliers à établir, ben, ça va être plus facile de s'y retrouver. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous pouvez juste montrer comment étiqueter une pièce? D'accord. Je repars de zéro. Donc, architecture, zone, calculer les superficies et les pièces. Donc, je veux placer une pièce. Je viens tout simplement cliquer à l'intérieur de mes zones et ça va, si mes pièces sont fermées, il va me permettre de le faire. Si ma pièce est ouverte, comme j'ai mentionné tantôt, il faut que je mette nécessairement un séparateur de pièces pour délimiter ma zone. OK? Donc, ça veut dire que je pourrais placer mes numéros de pièces partout. Donc, je peux venir cliquer dans chacune de mes pièces et venir localiser mes numéros de pièces ici. Je sais que pour mon corridor, je dois le séparer. Donc, séparateur de pièces. Je viens de tracer ma ligne. Et là, je vais pouvoir mettre mon étiquette. Donc, lui, il n'a pas pris mon séparateur ici. Ma ligne, elle ne doit pas être assez longue. OK. Là, le vote, il affiche les pieds carrés. Là. Oui. Ça, dans le fond, on l'active comment? En fait, l'étiquette des numéros de pièces, quand je le sélectionne, dans les propriétés, on a plusieurs choix. Donc, on peut choisir pièce de superficie, okay. numéro, juste le nom, etc. Donc, c'est à nous de définir. C'est un petit peu le même principe que dans AutoCAD quand on allume, on éteint les calques. Donc, on choisit, ni plus ni moins, le type d'étiquette qu'on veut identifier dans notre plan. Est-ce que ça va? Oui. Tout le monde? Donc,
Donc ici, je le referai tantôt. C'est pas grave parce que j'ai annulé tous mes trucs. Donc, corridor commun, on a la réception, nos différents bureaux, puis la salle de réunion. On les numérote dans l'ordre. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, j'ai cliqué tout simplement dans mon tableau, dans mon bloc. Si ma souris veut bien suivre, ça devrait bien aller. Tout est allumé. Parfait. Donc, je clique dans pièce, je peux écrire réception. Je clique dans le numéro, ça c'est ma pièce 101, et ainsi de suite. Donc, quand il vient le temps de recadrer nos vues pour, dans le cas présent, j'ai une superficie d'étage beaucoup trop grande, donc je veux masquer la portion pour faire mon plan d'exécution. Donc, je prends l'exemple du plan de l'existant. Je vais prendre la peine de regarder dans le bas dans ma barre d'état. En fait, je vois ici que ma zone encadrée est allumée, donc c'est pour ça que je vois ma fenêtre d'encadrement. C'est excellent, donc je pourrais l'éteindre au besoin. Et l'autre à côté, c'est en fait ce qui va me permettre de recadrer ou ne pas recadrer. Donc, si je vois qu'il y a un petit X sur le paramètre d'encadrement, bien, ça veut dire que peu importe où je vais positionner ma fenêtre d'encadrement, ben, le recadrage ne se fera pas. Donc, je m'assure qu'il n'y ait pas de X dessus. Comme ça, quand je vais placer ma fenêtre, ça va vraiment faire un recadrage automatique. Si j'éteins ma fenêtre d'encadrement, ben, je vais être prêt à placer ma vue dans ma mise en page. Évidemment, quand je fais une portion de plan, ben, ça me prend une ligne de brisure pour terminer mes lignes. Donc, je vais aller dans Annoter, dans Composantes de détail, j'ai une ligne de brisure qui s'affiche. Ne vous en faites pas, elle est minuscule, c'est normal. Pourquoi? Parce que cette ligne de brisure-là va nous servir aussi pour faire nos coupes et détails, mais l'idée, c'est à nous de l'étirer au besoin pour faire correspondre cette ligne-là avec notre vue. Donc, on l'étire latéralement pour englober. On pourra copier cette ligne-là d'une vue à l'autre pour avoir exactement la même ligne de brisure si on veut. Donc, on pourra la recopier éventuellement. Donc, je vais juste m'assurer que ma fenêtre d'encadrement ne vient pas interférer, et c'est le cas. Donc, je vais juste temporairement la monter un petit peu. On pourra jouer avec après. Donc, ma petite ligne de brisure, elle est minuscule. Donc, en cliquant dessus, je vais avoir les options pour étirer ma petite ligne. Donc, on va aller juste étirer la chose latéralement. Donc, si vous recevez des messages d'erreur, c'est parce que vous allez trop bas. Tout simplement, on va aller étirer notre fenêtre vers le haut pour m'en masquer plus. Puis on va pouvoir étirer notre petit Z pour obtenir le résultat escompté. Donc, une fois que notre ligne de brisure est à notre goût, je prends ma fenêtre d'encadrement et je viens descendre pour faire coïncider, si on veut. Donc ça, je vais le masquer, c'est du texte. Donc, je vais juste masquer cet élément-là. Parfait. Donc, l'idée derrière ça, c'est que ma ligne de brisure, je viens agrandir la zone de masquage pour faire coïncider avec ma fenêtre d'encadrement. Donc, quand je l'éteins maintenant, mon plan est, ma vue est parfaite. Je vais pouvoir l'intégrer à ma mise en page. Donc, voilà comment on recadre nos vues. Alors, quand il vient le temps de faire un plan de démolition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre arborescence, on va aller dans la zone démolition, puis on va sélectionner notre plan, notre
plan d'étage qu'on va pouvoir renommer en fonction de nos besoins. Donc, éventuellement, on pourra les renommer. Donc, j'active ma vue. Moi, mon plan est passablement amorcé. J'ai plusieurs démolitions à faire, etc. Donc, l'idée là-dedans, c'est, je vous montre comment démolir des portions de mur. Donc, à l'aide de l'outil modifier, j'ai une petite masse qui va me permettre de définir les éléments à démolir. Donc, que ce soit une porte, que ce soit un mur rideau, même principe, je prends ma petite masse puis je clique dessus, c'est hyper rapide à faire. Si j'ai fait une erreur, par exemple, ce mur-là, je voudrais qu'il reste existant, je regarde dans mes propriétés, je peux enlever la phase démolition, comme ça mon mur reprend sa phase initiale et il reste existant. Donc, en tout temps, on peut passer d'un mode à l'autre, revenir à l'aide de notre tableau des propriétés. Puis avec notre masse, on peut le faire. Évidemment, vous avez remarqué, si dans mon tableau de propriétés, je peux passer du mode démolition à aucune pour revenir à ma phase initiale, ben c'est évident que je peux lui dire, donc je pourrais sélectionner plusieurs murs puis tout le faire à l'aide de mon tableau des propriétés. Donc, un ou l'autre. Dans le cas de mon mur de corridor, il faut que j'en retranche une certaine portion. Donc, on va juste faire attention à ce qu'on veut démolir. Donc, selon le PDF que vous avez reçu dans votre baluchon, on nous dit qu'on doit conserver 27 pieds 8 pouces jusqu'à la face du mur. Donc, les cotes ici ne sont pas nécessaires. On doit identifier ce qu'on conserve. Donc, ce qu'on va faire après ma barre, c'est qu'on va couper ce mur-là en deux. Donc, on va utiliser le mode scinder un élément. Donc, je vais venir cliquer un point aléatoire. À l'aide de mon outil modifié, je vais tout simplement détacher cette portion-là temporairement, de sorte que je peux même lui dire que ça va être à démolir. Parfait. Cette section-ci, code temporaire, il vient prendre le centre du mur. Donc ici, ce que je vais lui mentionner, c'est en fait, si c'est le centre, j'ai 3 pouces et quelques. Donc, je vais mettre 27 pieds 5 pouces. Pourquoi? Si je rajoute 3, ça va me donner mon 27 pieds 8 pouces au total. Donc, si je fais une cote alignée, je prends la face jusqu'à la face de mon mur ici, je vais avoir mon 27 pieds 8 pouces. C'est le seul cas où ma cote pourrait traverser un élément parce que c'est en démolition. Donc, je peux me permettre de passer par-dessus sans problème. Au final, je vais modifier ce mur-là pour venir le reconnecter dessus pour dire que ces deux éléments-là sont joints, puis il y a une portion que je démolis. Donc, voilà pour le plan de démolition. Un autre truc que je veux vous partager parce que, effectivement, le mur doit aller jusqu'au meneau. On s'entend que si je laisse ça tel quel, la portion qui est entre le meneau et mon mur, ben, c'est comme si j'avais un espace vide pour le logiciel. On s'entend? Ah, mais oui, il va jusqu'au menu, je pense. Non, mais graphiquement, est-ce qu'il va jusqu'au menu, là, présentement? Non. Non. OK. Ça aussi, je vais faire une petite démo pour ça, parce que ça va être en AutoCAD, on n'a pas cette problématique-là. On trace des lignes, puis c'est les lignes qui font foi de mon mur va jusqu'au meneau. Et peu importe au niveau où je coupe. Là, présentement, si je coupe à 4 pieds, normalement, mon mur devrait aller jusqu'au meneau et non pas s'arrêter à mon muret. Comprenez l'astuce? Oui? Ouais. OK. Est-ce que je peux repartager mon écran? Excuse-moi. On va y arriver. OK. Je vais revenir à mon plan de l'existant. Effectivement, on a un plan de vue à 4 pieds du sol. Puis normalement, ici, là, mon mur devrait s'en aller jusqu'au meneau. Et ça, c'est dû à quoi? Bien, c'est dû au fait qu'on a une intersection, on a un mur qui a une base de 12 pouces,
Puis normalement, le mur devrait se découper tout autour, un petit peu comme quand on a scindé la face pour mettre les finis tantôt à l'extérieur. Ben, c'est la même chose pour mon mur. Je vais vous faire une petite élévation là pour vous montrer. Puis, je vais sélectionner mon mur ici, puis je vais lui dire, ah, je vais modifier ton contour pour te montrer comment il va se terminer mon mur. Donc, je vais cliquer ici. Mon élévation, est-ce que c'est la bonne élévation que j'ai là? Je vais juste corriger mon élévation parce qu'elle est malheureusement pas assez. Oui, allez, Claude, vas-y, t'es capable. OK. Donc, mon élévation, là, est tellement tronquée que je ne vois rien de ce qui se passe à l'intérieur. Je vais juste monter ma petite... Donc, on commence à voir ce qui se passe dans ma pièce. Ma fenêtre de recadrage était tellement petite que je ne voyais pas ce qui se passait. Donc, ça va arriver souvent. Vous allez placer une élévation, puis là, vous allez avoir une fenêtre de crop qui est très, très petite. Bien, il faut l'agrandir pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. OK? Donc, le mur qui était là tantôt, là, c'est le même qui est ici. Je vais le cliquer, puis je vais aller modifier son périmètre. Donc, vous voyez la ligne en magenta. Le mur veut aller jusqu'au vitrage, mais en fait, faut qu'il épouse parfaitement le contour de mon mur. Donc, l'idée ici, là, c'est de venir dessiner. Et ça, c'est pas une étape qu'on a à faire dans AutoCAD, mais Revit, c'est vraiment un modèle 3D qu'on est en train de faire. Donc, il faut nécessairement apporter les correctifs pour obtenir le résultat final. Donc, moi, c'est peut-être un petit peu ma déformation professionnelle, puisque en architecture, c'est notre dada, c'est ça qu'on vise à aller chercher comme information. Mais je sais que dans plusieurs bureaux, ils ne se cassent pas la tête et ils ne le font pas. Moi, je veux vous montrer comment traiter le logiciel pour avoir la meilleure représentation graphique. Donc, si vous remarquez, j'ai dessiné ma ligne, un petit peu comme quand j'ai scindé ma face pour mes finis. Bien, je lui ai dit, regarde, le bout de ton mur, là, quand tu le construis, l'entrepreneur va arrêter le mur au muret supérieur. Il va placer un montant métallique vertical, puis il va mettre son gyps. Il va le faire tourner, puis il va faire vraiment... Donc, le mur va épouser vraiment le contour du muret de ma fenêtre. Et là, si je reviens dans mon plan de l'existant, mon mur va jusqu'au meneau. Donc, l'idée là-dedans, c'est de venir modifier le périmètre de mon mur pour lui dire, regarde, t'arrêtes pas là à ce niveau-là. Tu passes par-dessus le petit muret, donc on devrait le voir. Est-ce que vous comprenez l'astuce? Oui. Est-ce que vous allez faire ça? Oui. Faire montrer où était l'outil pour modifier le profil. Ouais. Ouais. Donc, je vais faire l'exemple pour le deuxième mur ici. Tiens, je vais placer mon élévation ici maintenant. Donc, je vais aller dans cette élévation-là. Je peux sélectionner votre mur, vous pouvez le sélectionner en plan ou en élévation, ça n'a aucune incidence. Il va vouloir, comme on veut modifier le profil du mur, il va vouloir aller dans l'élévation. Donc, aussi bien aller tout de suite dans l'élévation. On sauve une étape et on vient cliquer sur modifier le profil du mur. Et là, on vient tracer le périmètre. C'est évidemment, si j'ai plusieurs fois le même mur, ça peut arriver que je vais avoir des murets plus élevés, comme dans la façade, mon muret est à 30 pouces au lieu d'être à 12 pouces. Bien, il va falloir que je le fasse à cet endroit-là, au bon format. Donc, la ligne qui est au milieu, je l'enlève. La ligne qui est ici, on peut... Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser... Donc, l'idée, c'est qu'il faut que ça soit bien fermé dans ce cas-ci. Donc, vous pouvez raccorder les lignes aussi si vous aimez mieux.
Donc ça marche aussi. Ou les petites poignées pour étirer. J'enregistre ça. Donc, on voit bien le profil de mon mur qui épouse parfaitement mon muret, mon mur rideau. Et en plan, mon mur va s'en aller jusqu'à mon meneau. Donc, évidemment, si j'ai plusieurs contours de murs identiques à faire, j'ai plusieurs murs qui viennent joindre mon meneau, il sera préférable ou il sera en fait permis de copier mon profil d'une vue à l'autre. C'est-à-dire que si j'en fais une, je viens corriger mes différentes lignes. Donc, je vais utiliser le petit raccord ici. Même chose pour cette ligne-là. Je peux, à la limite, sélectionner mon profil qui est ici. Donc, je sélectionne mes lignes en magenta. Je vais faire CTRL-C. Je vais accepter ma vue ici puisque j'ai fini de corriger ce profil-là. Je reviens à mon plan de l'existant. J'en profite, je déplace ma vue au lieu d'en recréer une autre. J'active ma vue. Donc, je vais cliquer directement dans ma pointe de flèche. Et là, je resélectionne mon deuxième mur. Je vais faire modifier. Et là, quand il vient le temps de redessiner, je peux faire CTRL-V et je viens positionner, si on veut, ma ligne exactement au point que j'ai besoin. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a recopié mon profil. Je vais évidemment avoir à supprimer certaines lignes, mais je n'ai pas besoin de recopier mon profil. Donc, si j'ai plusieurs murs à faire identiques, ben, ce sera quelque chose à pratiquer. Donc, j'ai fait un copier-coller, tout simplement, pour corriger le tir pour mes prochains profils. Évidemment, si mes bases dans ma façade sont à 30 pouces, il faudra que je refasse à tout le moins un profil si le besoin est. Donc, à nous de voir là, quand on va créer des nouveaux murs, on s'entend que dès qu'on vient joindre mon mur à un mur rideau, il faut être vis-à-vis un meneau idéalement, puis on vient corriger le profil. Donc, voilà des petits trucs qu'on peut essayer. Quand il vient le temps de faire un plan clé, ce qu'on va faire, c'est à l'aide de notre plan de l'existant, nous allons faire une copie. Donc, on va dupliquer la vue sans les détails, puis on va renommer cette vue-là comme étant notre plan clé. À l'aide de cette vue-là, on va délimiter la zone aménagée en faisant une zone en grisé. Donc, dans Annoter, je vais aller chercher ma commande zone remplie en grisé. Je peux tout de suite sélectionner ma zone remplie gris opaque si je veux, puis je vais aller dessiner le périmètre. Donc, chose à se rappeler, c'est bien important de se rappeler où est-ce qu'on commence puisqu'on va vouloir terminer exactement au même endroit au final. OK? Donc, je fais mon contour de pièce. Encore une fois, si les objets d'accrochage semblent ne pas vouloir s'accrocher, n'oubliez pas qu'en faisant votre tabulation, bien, vous allez pouvoir corriger le tir sans problème. OK? Donc, je fais le tour de ma pièce. Je m'assure que comme ça, c'est des petites erreurs, on les corrige. Le but, là, c'est de vraiment faire le contour de la pièce rapidement. Si vous vous demandez pourquoi je ne peux pas aller jusqu'à la fenêtre, ce n'est pas grave, je vais pouvoir étirer ma zone remplie par la suite sans problème. OK, donc, si vous prenez l'habitude de faire des zooms puis vos tabulations, vous allez rapidement pouvoir sélectionner vos points.
Et je sais que j'ai commencé là, mon trait est un petit peu plus épais. Je vois que mon point de départ était là. Parfait. Donc, si j'ai bien fait ma job, quand je cliquais sur le crochet, je vais avoir ma zone en grisé automatiquement. Donc, ça va délimiter la zone que j'aménage finalement. OK? Donc, cette vue-là, vous avez remarqué, j'ai masqué tous les éléments que je ne voulais pas voir, donc l'encadré de ma fenêtre, etc. Donc, tous les éléments que j'ai masqués, je peux aller les voir. Donc, j'ai masqué le point d'origine, j'ai masqué certains textes parce que je ne voulais pas les voir. Donc, s'il y a des trucs qui se superposent, vous pouvez les masquer dans cette vue-là sans problème. Puis, vous pouvez toujours revoir ce que vous avez masqué en cliquant sur la petite ampoule. Donc, voilà ce que j'ai masqué. Ça, c'est mon plan clé. Je vais en faire une image. Donc, je vais me créer une nouvelle capture d'écran ici, puis je vais délimiter mon image. Parfait, que je vais enregistrer dans mon répertoire de travail, évidemment, dans ma section PEDEX 2. Donc, là, pour l'instant, je vais le mettre dans mon cours 3. Je vais l'appeler plan clé. Et c'est fait. Donc, j'ai une image maintenant que je vais pouvoir incorporer à mon cartouche. Je vais aller sur ma mise en page plan de l'existant. Donc, je vais activer mon plan de l'existant. Donc, je vais en profiter. Je veux modifier mon cartouche. Je veux imbriquer mon image à l'intérieur. Donc, je vais double-cliquer sur mon cartouche qui est ni plus ni moins qu'une famille de 24 par 36 cartouches 2019. Donc, je suis à l'intérieur de la famille. C'est l'équivalent de notre éditeur de blocs dans AutoCAD. Donc, je vais pouvoir déplacer ma zone pour agrandir au besoin la zone pour mettre mon plan clé. Et je vais aller insérer mon image qui provient de mon répertoire. Donc, il s'agit d'aller la rechercher exactement à l'endroit où on l'a sauvegardé. Et je vais insérer mon plan clé. Évidemment, l'image est trop grande, je peux la réduire au besoin et venir l'intégrer à l'intérieur. Au besoin, je pourrais rajouter du texte, je pourrais rajouter le nom de la rue, les informations que je veux à l'intérieur. Donc, quand je suis à l'intérieur du cartouche, je peux rajouter du texte, je peux faire les modifications que je veux en tout temps. Donc, toutes les modifications sont possibles et une fois que c'est terminé, je vais aller charger mon image dans mon fichier. OK? Donc, si vous avez plusieurs fichiers d'ouvert, il va vous donner le choix de l'incorporer dans. Donc, moi, dans mon cas, j'en ai besoin dans mes deux fichiers. Je vais l'incorporer automatiquement. Donc, le cartouche va être corrigé. Il va me proposer de remplacer la version existante, bien sûr. Et si on a bien fait notre job, je reviens à mon plan de l'existant, mon cartouche, j'ai maintenant mon plan clé à l'intérieur. Il fait partie intégrante de ma mise en page. Donc, si je copie mes différentes pages pour en créer d'autres, donc je vais aller plutôt dupliquer, créer une nouvelle page plutôt. Donc, je vais aller me créer une autre page. Quand je clique dessus, j'ai automatiquement le plan clé qui est incorporé. Donc, tous les éléments qui sont répétitifs, c'est cette méthode-là qu'on va utiliser. On va aller modifier la famille pour intégrer le plan clé. Si on a des notes à rajouter, etc., on va faire ça de cette façon-là. Donc, c'est toujours la même procédure. Est-ce que ça va? Oui. Donc, ça, je vais vous demander de faire la chose. Pour positionner vos mises en page ou faire vos mises en page, l'idée, c'est de prendre
votre vue puis venir les positionner dessus. Puis aussi, au niveau des légendes, ben, même principe, légende. J'ai une légende pour le plan de démolition. Je peux venir glisser ça sur ma page. Donc ça, vous avez fait ça. On va les positionner toutes sur ma page. Je peux fermer, etc. On place notre vue plan de démolition et on fait notre mise en page. Vous avez eu un protocole en PDEX1 à savoir qu'est-ce qu'on doit mettre sur les pages, chacune des pages. Est-ce que vous avez encore ce document-là en votre possession? Oui. C'est le même principe, hein? Donc, le jeu de plan, là, c'est les mêmes critères que vous utilisez pour faire le projet, la numérotation des pages, la disposition des éléments, qu'est-ce qu'on met sur les pages, c'est la même chose qu'en PDEX1. Donc, on va répéter ces procédures-là sur ces plans-là. Advenant le cas que vous n'aviez pas en votre possession le protocole, je vous en ai mis un dans votre petit baluchon, là. Donc, aujourd'hui, je vous ai remis le plan de l'existant à 2 reprises. Les demandes du cours, vous avez le fond de plan. Informations sur le projet, ça aussi, j'aimerais ça qu'on les rentre. Vous avez le petit document d'intro Revit que j'avais donné l'année passée, donc qui vous donne toute l'interface puis l'introduction. PDEX protocole aussi. Puis vous avez une liste que je vais sûrement mettre en Padlet, une liste de plusieurs sites pour aller chercher les familles Revit. Donc ça, vous avez ça dans votre petit document que vous avez téléchargé aujourd'hui. D'accord? Oui. Informations sur le projet, j'aimerais ça on prenne l'habitude aussi de rentrer ces informations-là dans notre projet. Donc, je vous ai mis une petite capture d'écran de ce que je veux qu'on inscrive dans le tableau informations sur le projet. Ça sera à intégrer à votre maquette. Ces informations-là se retrouvent dans l'onglet Gérer, informations sur le projet, et vous devez remplir la fiche. Ces éléments, les éléments qui se retrouvent là-dedans vont être pertinentes pour, si on travaille en équipe, etc. Si on met les documents en archive, on va avoir le pedigree du projet. Puis, il y a certains libellés qu'on peut réutiliser pour faire plusieurs trucs, donc faire des tableaux, faire des cartouches, etc. Donc, les informations qui sont là sont importantes à rentrer. Donc, c'est à faire pour la semaine prochaine. Donc, ça, c'est des petits documents que je vous ai mis. C'est des petites tâches que vous avez à faire, à accomplir pour la semaine prochaine. Donc, la semaine dernière, je vous ai remis un petit baluchon au cours 2 dans lequel vous aviez un jeu de plan PDF, donc les petits documents qui sont PDEX 2, excusez. Jeu de plan PDF. Donc, ça, c'est un petit peu là, ce sur quoi on va se baser pour faire nos différentes mises en page. Donc, ça va ressembler un petit peu à ça. On va mettre peut-être un petit peu différent, mais l'idée de base est là. Donc, le plan de l'existant démolition, en fait, si c'est plutôt le plan de démolition, va être à l'échelle 3.16. Donc, on peut se fier là-dessus pour venir indiquer, faire nos plans. Donc, votre tâche cette semaine, c'est de peaufiner, terminer votre mise en page pour le plan de démolition. J'aimerais ça, si c'est possible, si ça rentre, donc c'est un test que je vous demande de faire. Si on est en mesure de placer le plan de l'existant, le plan de démolition sur le même plan, sinon je vais vous demander de faire vraiment une page de plan de l'existant, puis une page pour votre plan de démolition. Ça marche? Moi, j'aurais une question. Oui, dis-moi. Ça part exactement à ce que vous avez dit. Quand je clique sur mon mur, oui.
j'aimerais savoir la cote qui est horizontale, mais ça me donne juste des cotes qui sont verticales. Ben, c'est normal, parce que lui, de la façon qu'il positionne le mur, c'est qu'il veut le localiser donc verticalement. Donc, c'est les cotes qu'il va nous suggérer. Donc, c'est pour ça que si je veux c'est pour ça que je l'ai scindé dans le fond, pour que j'ai juste une portion de mur qui ne soit pas liée à gauche puis à droite. Puis là, je vais avoir la possibilité de spécifier sa longueur. Est-ce que tu vois un petit peu ce que je veux dire? Ah, OK, il fallait les décoller Oui, exactement. Donc, c'est pour pour ça après ça pouvoir les modifier. OK. oui! Donc, si je le sépare maintenant, ce mur-là n'est plus lié à rien. Donc là, je vais pouvoir donner la dimension horizontale. OK. Puis là, tout ce qu'il faut finir, est-ce que vous aviez euh, un plan PDF ou dans le fond exactement ce qu'il fallait C'est ce que j'ai mentionné avoir? tantôt, là, Ah, OK, le excusez-moi. jeu de plan que j'ai remis au cours 2. Vous pouvez vous baser là-dessus. Eux n'ont pas fait de plan de l'existant. Ils ont mis le plan tel quel. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est avoir en page 100, c'est notre plan de l'existant. Page 101, notre plan de démolition. Parfait. Mais côté mise en page, c'est la même chose. Moi, j'ai plus de questions. Ça va? Donc, aujourd'hui, j'aimerais, au stade où vous êtes rendu, même si c'est pas terminé, le plan de démolition, tout ça, c'est pas grave. Ce que je veux avoir dans la remise, c'est votre maquette. Je vais aller voir les composantes dans votre maquette. Si tout va bien, donc je veux voir où vous êtes rendu au niveau de la maquette. Pour la semaine prochaine, je vous demande de travailler sur votre plan de démolition, plan de l'existant avec les mises en page. Les prochaines étapes seront de faire l'aménagement et tout ça. Mais dites-vous que pour la semaine prochaine, il faut que le plan de démolition puis le plan de l'existant soit fait en termes de mise en page. En début de cours, première période de questions, pour voir s'il y a eu des trucs qui ont moins bien fonctionné. On va mettre en commun nos expériences, puis après ça, on va poursuivre avec la suite du jeu de plan. Est-ce que ça vous va? Ouais. Oui. Super. Si vous avez des questions, moi, je ne dirais pas des insultes parce que moi, j'en aurais même à me faire aujourd'hui pour les petites démos qui ne fonctionnaient pas super bien. Je vais corriger le tir pour la prochaine fois, je vous le promets. Je vais juste m'assurer d'avoir le même gabarit que vous pour qu'on ait la même chose à l'écran, tout le monde. Donc, voilà, si ça vous va, moi, je vous libère. S'il y a des questions, je reste disponible. Sinon, bonne fin de semaine à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci. Merci. Au revoir. Moi, j'aurais une question. Oui, Ouais, moi aussi, après Elodie. Je vais juste fermer l'enregistrement, à moins que tu veuilles que j'enregistre ça aussi. Non.